6 terroristes impliqués dans les attentats du 17 septembre dernier à Bamako ont été arrêtés, selon l'état-major général des armées. Nous vivons actuellement une période particulièrement difficile pour les asthmatiques du fait de la chaleur, la couche de poussière qui enveloppe l'atmosphère avec une dose de chaleur par moment. Les spécialistes de la santé donnent de précieux conseils pour prévenir des crises. Le championnat de la Ligue 1 Orange lancé depuis le week-end dernier bat son plein. Nous aurons le programme de la deuxième journée avec Mohamed Kenouvi dans la chronique sport. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les autorités annoncent l'arrestation de 6 terroristes impliqués dans les attaques du 17 septembre dernier à Bamako. Paul Yapinguesson. Les événements du 17 septembre dernier à Bamako, où l'aéroport et le centre d'entraînement des gendarmes ont été frappés par des attaques attribuées au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, ont causé un lourd tribut humain avec plus de 70 morts. Face à cette escalade, les autorités maliennes ont répondu avec fermeté. Le 28 novembre, l'état-major a annoncé l'arrestation de 6 individus liés aux attaques. Ces arrestations ne sont pas seulement symboliques. Elles révèlent un travail de renseignement approfondi et une volonté d'éradiquer les réseaux terroristes jusqu'à dans leurs racines. Ces individus sont soupçonnés d'avoir facilité l'arrivée des commandos terroristes, assuré la logistique et effectué des missions de reconnaissance. Une telle opération met en lumière la réactivité des forces de sécurité qui, malgré un contexte complexe, s'efforcent de préserver l'intégrité du pays. Pour Mohamed Keïta, analyste des questions sécuritaires, les défis sécuritaires auxquels le Mali est confronté vont bien au-delà des attaques de Bamako. Il s'agit d'une guerre contre un ennemi invisible, ancré dans des zones reculées et souvent mêlé aux revendications communautaires soutiendratines. Quant à Jean-Hervé Jesgel, directeur projet Sahel à Crisis Group, il dira, je le cite, « Même si la double attaque ne sape pas tous les efforts déployés ces dernières années par l'armée malienne pour renforcer la sécurité, elle lui porte un coup sévère et remet en question le choix du tout sécuritaire mis en place par les autorités de transition. » Fin de citation. Depuis 2020, les autorités maliennes ont adopté une approche novatrice dans leur politique de sécurité et de souveraineté. La rupture avec la France et ses partenaires européens, combinée à un partenariat renforcé avec la Russie, témoigne d'un choix stratégique clair, s'émanciper des anciennes alliances pour construire un cadre de défense et de stabilité plus autonome. En arrêtant les terroristes impliqués dans les attaques de septembre, les autorités ont non seulement adressé un message fort aux groupes armés, mais elles ont également montré leur engagement envers la sécurité des citoyens. Le Mali traverse une période de défis sans précédent où les menaces sécuritaires croisent les impératifs de refondation nationale. L'opération Serengeti, menée par Interpol et Afripol dans 19 pays africains, a conduit à l'arrestation de 1006 suspects en 2 mois. Cette action contre la cybercriminalité a révélé des dizaines de milliers de victimes, y compris des cas de traite humaine, et causé des millions de dollars de pertes financières. Ibrahim Babi nous en dit plus. Interpol, en collaboration avec Afripol, l'agence de police de l'Union africaine, a mené l'opération Serengeti du 2 septembre au 31 octobre dans 19 pays africains pour lutter contre la cybercriminalité. Cette initiative a permis l'arrestation de 1006 suspects et l'identification de 35 000 victimes, avec des pertes financières mondiales estimées à 193 millions de dollars. Les autorités locales et des partenaires privés comme les fournisseurs d'accès Internet y ont joué un rôle crucial. L'opération a ciblé divers crimes, notamment les ransomware, les fraudes en ligne et la traite des êtres humains. Au Kenya, 8,6 millions de dollars ont été perdus dans une fraude à la carte de crédit. Au Sénégal, 8 personnes, dont 5 ressortissants chinois, ont été arrêtées pour une escroquerie à la Ponzi de 6 millions de dollars. D'autres réseaux criminels ont été démantelés, incluant des groupes impliqués dans des escroqueries en crypto-monnaie et des trafics humains via le marketing multiniveau. Cette opération, digne d'une série policière américaine, pose la problématique de la cybersécurité, surtout au Mali. La cybersécurité s'invite, qu'on le veuille ou pas, maintenant dans notre quotidien. Le périmètre du Mali, c'est qu'on a beaucoup de ce qu'on appelle dans notre jargon les organismes d'intérêt vitaux, donc les OIV. Le but de ces cyberattaquants, c'est de nuire un peu au niveau de la productivité au niveau national. Selon Afripol, des menaces émergentes comme les logiciels malveillants basés sur l'intelligence artificielle nécessitent une vigilance accrue. Interpol, qui regroupe 196 pays membres, continue de jouer un rôle clé dans la coordination internationale contre des crimes complexes, bien que son budget reste inférieur à celui d'autres agences comme Europol ou le FBI.
Ici au Mali, les régions de Gao et de Tombouctou font face à la montée des eaux ces dernières semaines. Plusieurs maisons effondrées ainsi que des champs et pâturages engloutis. Assitoumani Koulibaly. À Gao et Tombouctou, la montée des eaux inquiète les populations depuis un moment. Un problème assez récurrent auquel les habitants des deux régions sont confrontés. À Gao, au dire de l'adjoint au maire, la situation est inquiétante. À cet effet, les autorités locales tentent tant bien que mal de mieux prévenir le phénomène afin de limiter les dégâts. Avec les inondations que nous avons eues, c'était directement dans l'action. Aujourd'hui, il nous faut être dans la prévention, même si c'est la dernière ligne droite pour les eaux, parce que la météo a signalé que les eaux vont continuer jusqu'en fin décembre. S'il n'y a pas beaucoup d'action, ça risquerait d'être un peu serré. Pour ceux qui ont commencé le maraîchage, les femmes et autres qui commencent, l'eau est en train de commencer à monter au niveau des jardins. Les jardins sont surtout généralement au bord du fleuve, sur la rive, donc si l'eau commence à monter, ça fait des risques. Mais avec les actions, on pourra limiter un peu les dégâts et prévenir encore afin qu'il y ait un ravitaillement nécessaire qui est aussi en cours. Tombouctou n'est pas épargné. La situation est également préoccupante dans cette zone, au point de favoriser des déplacements des populations. Certains quartiers ils ont commencé déjà à se déplacer, les quartiers qui sont juste au bord du fleuve. Ces quartiers ont commencé à se déplacer. Maintenant, à l'intérieur de la ville, il y a le canal de Kadhafi, qui dans les jours à venir, c'est sûr que ce canal aussi va déborder. On peut retenir qu'il y a beaucoup de champs, les champs rizicoles qui sont déjà sous l'eau. Ils sont en train de s'organiser pour acheter des sacs, les remplir de sable pour mettre des digues, pour empêcher l'eau de passer. Des actions sont entreprises afin d'atténuer les conséquences de cette crue. Les populations sont invitées à prendre les dispositions nécessaires afin de se protéger. Rappelons que plusieurs villages riverains au centre du pays vivent la même situation. Parlons santé. Plusieurs facteurs déclenchent la crise chez les asthmatiques, notamment la chaleur, la fraîcheur et la poussière. Il leur faut donc prendre certaines précautions pour pouvoir vivre ces périodes intenses. Diana Samake donne la parole aux spécialistes de la santé. Au Mali, nous assistons actuellement à la fraîcheur couplée à la chaleur et à une forte poussière, des facteurs auxquels les asthmatiques sont sensibles, et une exposition à ces facteurs peut entraîner chez ces personnes des exacerbations. C'est une période assez difficile pour les asthmatiques, donc ils peuvent faire des gênes respiratoires, des difficultés dans les mouvements de façon quotidienne. Par ailleurs, il faut noter que cette maladie ne peut pas être guérie compte tenu de ses caractères génétiques, mais elle peut être contrôlée et calmée. La prévention de l'asthme est médicamenteuse, accompagnée des mesures d'éviction. Il s'agit surtout d'un suivi médical adéquat, puisque dans notre société, nous sommes tout le temps exposés aux allergènes, aux facteurs favorisants tels que la poussière, ce temps difficile, le vent poussiéreux. Donc, il faut un traitement de fond pour l'asthme, puisqu'il s'agit d'une pathologie qui est chronique. Et ce traitement-là, qui va prendre pendant longtemps, et c'est ce traitement qui va le stabiliser, qui va éviter qu'il fasse des crises, quelle que soit la période. Au cours de la grossesse, cette pathologie peut également entraîner quelques risques dus à l'influence qu'elle exerce sur le devenir du fœtus si elle n'est pas traitée. Ces risques peuvent amener à un accouchement prématuré et des complications maternelles avec un risque de césarienne. La prise en charge de l'asthme pendant la grossesse est pluridisciplinaire en fonction du degré de gravité de l'asthme. Donc, la prise en charge doit inclure le pneumologue, le gynécologue obstétricien et éventuellement le médecin traitant si la femme a déjà un médecin traitant. Mais dans la meilleure des choses, c'est le médecin gynécologue obstétricien, surtout pour les asthmes qui sont classés dans le contexte sévère. Il est possible de vivre mieux malgré l'asthme. Des précautions sont conseillées aux malades telles que le port des pullovers en période de fraîcheur, des cache-nez contre la poussière, la pratique du sport sont entre autres mesures prises par les asthmatiques pour éviter les crises qui surviennent. Mais se tenir éloigné des facteurs qui peuvent la déclencher est la meilleure manière d'éviter une crise d'asthme.
Hier soir, le Tchad a annoncé mettre fin aux accords de sécurité et de défense qui les lient à la France, une annonce qui sonne le déclin de la présence française au Sahel. Aminata Keita pour plus de précisions. Le Tchad dénonce ses accords de sécurité et de défense avec Paris, une annonce survenue quelques heures après la visite de Jean-Noël Barrot, chef de la diplomatie française dans le pays qui avait annoncé une aide supplémentaire de la France de 7 millions d'euros pour aider les organisations humanitaires. Je cite: « Le gouvernement de la République du Tchad informe l'opinion nationale et internationale de sa décision de mettre fin à l'accord de coopération en matière de défense signé avec la République française », fin de citation, a déclaré le ministre des Affaires étrangères tchadien Abderrahmane Koulamala dans un communiqué. Après le Mali, le Burkina Faso et le Niger, c'est au tour du Tchad d'annoncer la rupture des accords militaires avec l'allié historique français. Paris compte 1000 hommes positionnés sur le terrain tchadien, dont le sort sera certainement l'objet de discussions dans les prochains jours. Pour le Tchad, cette décision a été prise avec une analyse approfondie marquant un tournant historique. Avec cette décision, le pays cherche à affirmer sa souveraineté pleine et entière et redéfinir ses partenariats stratégiques selon les priorités nationales, précise le communiqué. Les autorités militaires tchadiennes sont par endroits soupçonnées d'être inféodées à des puissances étrangères. Une façon pour les autorités tchadiennes de démontrer qu'elles sont autonomes, qu'elles peuvent élargir leur partenariat à qui elles le souhaiteraient. Mais au XXIe siècle, il est un peu vu comme absurde, à la fois par l'élite politique au pouvoir, mais également par les populations, que des troupes étrangères soient dans des territoires censés être autonomes. D'où aujourd'hui cette hurrier vers la dénonciation des accords militaires. Rappelons quand même que les autorités françaises elles-mêmes ont déjà anticipé sur justement sur un tel sentiment d'effet domino du rejet de coopération militaire qui les lierait avec un certain nombre de pays africains. Cette annonce reflète un contexte de rejet croissant de la présence militaire française en Afrique. Quelques heures auparavant, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye appelait à la fermeture des bases françaises dans son pays au nom de la souveraineté nationale. Est-ce qu'en tant que Français, vous envisagez de nous voir dans votre pays avec des chars ou avec des véhicules militaires, des militaires sénégalais avec les tenues sénégalaises, comme ça parce que sur le plan historique, la France a esclavagisé, a colonisé et est restée. La décision tchadienne relance les spéculations sur une possible adhésion à l'Alliance des États du Sahel, regroupant le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Bien que N'Djamena n'ait pas officiellement manifesté cette intention, la rupture des accords avec la France pourrait en être un prélude. Le Tchad partage avec ses voisins membres de l'AES des défis communs, notamment la lutte contre le terrorisme et le désir de s'affranchir des influences occidentales. En bref, le président sortant des États-Unis, Joe Biden, effectuera une visite officielle en Angola du lundi 2 au mercredi 4 décembre 2024, selon une annonce du département Afrique du ministère américain des Affaires étrangères. Initialement prévue à la mi-octobre, cette visite avait été annulée en raison de l'ouragan Milton qui a sévèrement touché l'État de Floride. Ce sera la première visite officielle d'un président américain en fonction en Afrique depuis celle de Barack Obama en 2015 lorsqu'il s'était rendu en Éthiopie et au Kenya. Les officiels américains indiquent que cette visite s'inscrit dans la continuité du sommet des dirigeants États-Unis-Afrique de décembre 2022 et de la visite du président angolais João Lourenço aux États-Unis en novembre 2023. Et on parle sport avec Mohamed Kenouvi. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Marie-Tou. Alors, la Ligue 1 Pro Orange 2024, on connaît le programme de la deuxième journée. Oui, deux affiches sont au programme demain samedi à partir de 16h au stade Mamadou Konaté. Les 11 créateurs de Niarela seront aux prises avec l'AS Police. À 18h sur les mêmes installations, l'USFAS a rendez-vous avec Afrique Football Elite. Dimanche 1er décembre à 16h au stade Salif Keita Di Domingo de Kati, l'US Bougouba affronte l'AS Korofina. Même heure du côté du stade Mamadou Konaté, l'US Bougouni joue l'AS Bakaridjan. À 18h, toujours au stade Mamadou Konaté, le promu FC Diara défie Binga FC.
Cette deuxième journée prendra fin mardi 3 décembre prochain avec la confrontation entre les Étoiles du Mandé et le Djoliba AC prévu au stade Mamadou Konaté à partir de 16h. À noter que la rencontre entre l'AS Real de Bamako et le stade malien de Bamako est reportée à une date ultérieure. Et les Aigles dames affûtent leurs armes pour la CAN féminine au Maroc en 2024. Les Aigles dames sont en effet actuellement au Maroc pour participer à un mini-tournoi international dans le cadre justement des préparatifs pour la Coupe d'Afrique des Nations féminine Maroc 2024. Le tournoi regroupe 3 pays, le Maroc, pays hôte donc, le Mali et le Botswana. Pour leur première sortie, les Aigles dames seront face au Botswana demain samedi 30 novembre à partir de 17h avant d'en découdre avec les Lions de l'Atlas du Maroc mardi prochain, toujours à partir de 17h. Pour rappel, suite au tirage au sort de la phase finale de la CAN féminine Maroc 2024 effectuée par la CAF le 22 novembre dernier, le Mali est logé dans le groupe C aux côtés de l'Afrique du Sud, tenante du titre, du Ghana et de la Tanzanie. La compétition se tiendra au Maroc du 5 au 26 juillet 2025. Classement FIFA, cette fois-ci, le Mali gagne 3 places. La FIFA a publié ce jeudi son classement actualisé des nations de football pour le mois de novembre. Et grâce à ces 2 succès contre le Mozambique et l'Eswatini lors des 5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN 2025, le Mali gagne 3 places au niveau mondial, quittant la 54e place pour la 51e à une marche d'intégrer à nouveau le top 50 mondial. En Afrique, les Aigles progressent également d'une place, quittant la 9e position pour la 8e place. Le top 10 continental est toujours dominé par le Maroc, première nation en Afrique, suivi du Sénégal, 2e, et de l'Égypte, 3e. Pas de changement également au niveau du haut du classement mondial qui est toujours dominé par l'Argentine, suivi de la France et de l'Espagne. Le prochain classement FIFA sera publié le 19 décembre prochain. FIFA The Best, on connaît aussi les nommés pour le titre de meilleur joueur de l'année. Après le Ballon d'Or France Football, place au désormais traditionnel trophée FIFA des Best. L'instance mondiale a dévoilé hier jeudi la liste des nommés dans les différentes catégories du prix. Dans celle du meilleur joueur de l'année, 11 joueurs sont en course. Il s'agit des Espagnols Rodri, le Ballon d'Or 2024, donc de Manchester City, Dani Carvajal du Real Madrid, Lamine Yamal du FC Barcelone, les Allemands Toni Kroos, ancien joueur du Real Madrid, et Florian Wirtz du Bayer Leverkusen, du Français Kylian Mbappé, de l'Anglais Jude Bellingham, du Brésilien Vinicius Junior, de l'Uruguayen Federico Valverde, tous du Real Madrid, de l'Argentin Lionel Messi, de l'Inter Miami, double détenteur du trophée en 2022 et 2023, et enfin du Norvégien Erling Haaland de Manchester City. La FIFA n'a pas encore dévoilé la date de la tenue de la cérémonie de remise des prix, mais les votes sont ouverts jusqu'au 10 décembre prochain. Ces votes, il faut le préciser, sont répartis entre les amateurs de football, les capitaines, les sélectionneurs et les représentants des médias. Merci beaucoup, Mohamed Kenoubi. Je vous en prie, Marie-Claude. Bon week-end à vous. Merci, pareil à vous. Et c'est ce qui referme ce 1945. Merci à vous également de l'avoir suivi. Bon week-end à toutes et à tous.